dans la première partie là, de cette série de webinaires sur la mise en œuvre de la 62304 avec l'environnement Atlassian, donc Jira et Confluence. Donc dans lequel on souhaite vous montrer donc comment grâce aux outils Atlassian, donc Jira, Confluence, Jira Service Management, on va pouvoir utiliser un environnement collaboratif efficace pour supporter le plus naturellement possible les exigences réglementaires de la 62304. On peut passer au slide suivant, qui va justement donc détailler le plan de la présentation avec ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc les parties sur la gestion des exigences, la partie test et intégration et la partie maintenance, donc analyse des problèmes et mise en œuvre des modifications, ce qui est déjà donc un programme assez chargé. Et donc dans 2 semaines exactement, donc on verra la deuxième partie sur la gestion des risques, gestion des modifications et gestion des problèmes. Donc, je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire pour la suite de cette série de webinaires. Rapidement, pour commencer, donc une présentation d'ADN pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, on est une société donc, qui a maintenant près d'une trentaine d'années d'existence, une quarantaine d'employés répartis sur 2 sites à Paris et Lyon, et une division en 4 centres de compétences, donc une partie qualité qui va très globalement s'occuper des parties VSI, donc la réalisation de système informatisé, une partie alors, la partie ingénierie système dont je m'occupe qui traite donc de mise en place des bonnes pratiques et des outils d'ingénierie système et qui s'appuie notamment sur le centre agilité pour un environnement Atlassian, donc centre agilité, donc qui a développé des compétences sur tout ce qui est configuration et aussi paramétrage avancé de la plateforme Atlassian. Et on aura l'occasion de parler dans ce webinaire notamment du plugin DMC développé par ce centre qui permet de transformer Confluence en une GED. Et puis donc le pôle sérialisation donc s'occupe de tout ce qui est identification unique, alors, initialement de la partie pharmaceutique, et puis plus récemment pour les dispositifs médicaux, c'est tout ce qui concerne l'UDI, donc la partie réglementaire sur l'alimentation unique des dispositifs médicaux. Aujourd'hui, donc, ce qui nous intéressera, donc, c'est parcourir en largeur l'environnement Atlassian, donc composé des outils Jira, Confluence, Jira Service Management, et d'un certain nombre de plugins qui vont permettre d'offrir tous les services dont on peut avoir besoin pour développer un logiciel dans le cadre de la 62304. Donc cette plateforme, ses grandes qualités, c'est que c'est une plateforme collaborative donc, qui va nous permettre très facilement de partager les données de manière fluide, donc entre les différentes personnes, que ce soit les personnes de l'assurance qualité, les personnes de la R&D, que ce soit côté développement, côté validation et test, vont pouvoir donc collaborer dans un environnement, voir les données qui les concernent très naturellement, et pouvoir gérer toute la traçabilité entre ces données qui sont naturellement interconnectées. L'avantage de cette plateforme, donc par rapport à une vue qui traditionnellement est documentaire à base de documents Word, Excel, éventuellement PDF pour les plus osés, ça va nous permettre d'avoir une vue objet qui va nous permettre à zéro coût de faire du requêtage pour tout ce qui est le suivi d'avancement, les matrices de traçabilité, les revues de couverture, comme on va pouvoir le détailler un peu dans cette
présentation, et puis pour tout ce qui est pilotage aussi, donc pour le chef de projet, notamment sans surcoût, de pouvoir disposer naturellement de tableaux de bord avec une vue très précise de l'avancement des activités. Donc on a notamment l'occasion de revenir à différents moments sur le fait que sur cette plateforme, donc elle dispose de signatures électroniques. Donc je disais précédemment que grâce notamment au plugin DMC développé par ADN, on peut transformer Confluence en GED, mais aussi donc via la signature électronique, pouvoir vraiment se débarrasser de la paperasse, et via l'offre de service ADN, donc on assure aussi la validation et le maintien en état validé de cet environnement. Donc pour certains d'entre vous qui sont concernés, enfin tous plus ou moins concernés par ça, donc on assure aussi ce service. On parlera aussi de la partie test avec X-Ray, et plutôt pour le programme du prochain webinaire, vous avez pu voir que quelque chose qui parle peut-être à une personne qui s'occupe de gestion des risques. Donc on verra que c'est une partie importante dans le 62-304, mais qui sera abordée dans la deuxième partie de cette série de webinaires dans 2 semaines. Rapidement, pour présenter donc une des premières choses quand on travaille dans le contexte 62-304, et ça fait partie donc des premières choses sur lesquelles on peut intervenir pour vous aider, c'est donc la mise en place et la structuration de la documentation dans laquelle va s'inscrire le développement logiciel. Et comme on le verra dans ce qui est demandé dans la 62-304, on vit pas indépendamment du système et de l'analyse de risque. Donc, première chose, donc définir une structure documentaire. Donc ici, un exemple, celui qui sous-tendra les exemples qu'on va vous montrer, qui est assez représentatif de ce qu'on trouve généralement, mais qui est généralement adapté à chaque cas. Donc très schématiquement, on y retrouve les données d'entrée avec classiquement URS, les traduites en exigences système. Donc là c'est pas aujourd'hui l'occasion de présenter la valeur ajoutée qu'il y a à cette structuration. On l'a fait dans d'autres webinaires, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions à ce sujet. Donc on trouve la partie analyse de risque, hein, qui aura besoin d'être tracée avec les développements logiciels. On verra comment. Et puis là, on a figuré un dispositif qui est pas purement logiciel, hein, même si, donc aujourd'hui notre webinaire s'adresse autant au SAMD, donc Software as Medical Device, qu'au SIMD, Software in Medical Device. Donc là, on est plutôt dans ce cas-là aujourd'hui, mais vous verrez que le message s'adresse aux 2 cas. Donc là, on a figuré une partie logicielle qui est décomposée à la fois d'un logiciel embarqué et d'un logiciel type supervision qui, lui, serait pas embarqué. Voilà, donc ça, avec les parties test intégration sur lesquelles on reviendra. Un petit rappel aussi que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent déjà, donc qu'on trouvera dans les différents articles de la 62-304, c'est qu'il y a des petites variantes dans l'application de cette 62-304 selon la classe de votre logiciel. Voilà, la classe A, c'est quand votre logiciel peut pas inclure de mort ou blessures graves des patients. Classe B, donc des blessures sont possibles, mais pas trop graves. Et classe C, donc c'est la classe à risque maximum. Donc premier article qu'on va regarder, donc c'est celui qui vous demande de faire une traçabilité, donc d'expliquer comment votre logiciel va satisfaire les exigences du système. Donc là, c'est là où les capacités à la fois de représenter les exigences logicielles dans Jira
de les visualiser sous forme de documents. Donc, c'est la double intérêt qu'on va voir dans les slides suivants, c'est de pouvoir à la fois gérer nos exigences avec toutes leurs propriétés, mais aussi leur traçabilité avec les risques, les tests, et aussi entre elles, donc c'est les différents niveaux d'exigence tels qu'on l'a vu dans le modèle de données, donc pouvoir représenter comment une exigence logicielle se prend en charge tout ou partie d'une exigence de niveau système. On signale aussi, alors notamment pour ceux qui développeraient pas juste un dispositif médical, mais plusieurs dispositifs médicaux, que aussi l'utilisation de Jira Confluence, ça va nous permettre d'utiliser des bibliothèques d'exigence, parce qu'il y a des sujets type cybersécurité, usability, qui peuvent être les mêmes d'un dispositif médical à l'autre, et qu'on va pouvoir gérer sous forme de bibliothèque d'exigence réutilisable. Et puis donc la vue Confluence, voilà, donc là déjà, effectivement, on peut passer à la slide suivante qui nous montre une exigence, quoi, avec toute l'expressivité, texte riche, mais aussi donc un lien avec les risques. Là, on est au niveau d'une exigence logicielle, donc on voit à la fois quelle exigence système elle prend en charge, les tests qui sont reliés, les risques s'il y en a, et puis donc où on en est au niveau des risques. Et on va pouvoir aussi donc gérer, donc là c'est demandé par effectivement d'autres articles, donc gérer un cycle de vie de ces exigences, donc savoir lesquelles sont en cours de définition ou sont déjà approuvées ou voilà, seraient devenues obsolètes. On va pouvoir aussi gérer, donc là c'est un exemple qu'on a nous automatisé, donc on peut définir des champs qui sont renseignés par l'utilisateur, mais aussi avoir des champs calculés. Donc c'est le cas notamment de la requirement version qui va être incrémentée en fonction du cycle de vie. Là, on voit le approve en haut, donc quand on va réviser l'exigence, bah, sa version sera automatiquement incrémentée. L'intérêt aussi donc en lien avec cette gestion de workflow, c'est de pouvoir suivre comment donc ces exigences avancent dans leur workflow, celles qui sont en cours de rédaction, déjà approuvées, qui doivent être vues ou celles qui sont devenues obsolètes ou en attente de validation. Et ce que j'annonçais un petit peu, donc c'est l'intérêt qu'il y a. Donc il y a à certains moments les exigences, on a envie de les voir sous forme d'objets, puis d'autres fois on a envie de les voir sous forme documentaire. Ce qu'on va voir ici, c'est la possibilité de structurer un DHF. Donc on va voir se constituer, alimenter de manière automatique au cours de la vie du projet, et grâce au plugin d'IMC d'ADN, on va pouvoir aussi gérer tous donc, gérer sous forme de jet, donc les versions de ces documents, donc on va pouvoir approuver, signer, donc pouvoir gérer les différentes versions d'une spécification d'exigence pour la version 1 de mon logiciel, la version 2, la version 3, etc. Et même quand on a la version 3, pouvoir revenir à la version 1 de manière très, très simple. Donc, deuxième article, celui qui concerne le contenu des exigences. Donc le fait que ces exigences, on va en fait, et ça c'est assez naturel quand on détaille un système en logiciel, c'est qu'il y a plusieurs aspects à voir, l'aspect performance, l'aspect tenue en charge, par exemple de cybersécurité, si on voit environnement, besoin de compatibilité. Il y a certains qui sont demandés par la norme, puis d'autres qui sont simplement des bonnes pratiques. Et donc, le fait de pouvoir classifier les exigences, donc ça leur associer plusieurs attributs, et donc naturellement prévu dans Jira. On va voir aussi plus loin donc la possibilité de définir aussi l'architecture de
notre système, sous forme donc notamment les composants, interfaces internes, externes de notre système. Donc, avant d'en arriver à l'architecture, donc déjà, slide suivant, donc possibilité d'utiliser tous ces attributs et d'avoir des vues graphiques. Donc là, on voit à gauche comment renseigner l'attribut, lui associer une liste de valeurs, et puis l'exploitation sous forme graphique avec possibilité, donc pour voir ceux qui sont, notamment ceux pour lesquels on n'a pas encore renseigné l'information. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ces diagrammes donc, sont navigables quand je suis sur une part de mon camembert. Si je clique dessus, j'accède aux détails des objets qui constituent cette part. Donc, c'est beaucoup plus facile qu'avec Word et Excel. Donc, comme on a vu tant avec avec Confluence, on a le bénéfice d'avoir un document Word ou Excel, mais on a aussi tout le bénéfice de pouvoir gérer chaque exigence, chaque test, chaque risque de manière individuelle. On enchaîne. Donc, l'article suivant, donc c'est ce qui concerne l'architecture et la vue architecture, donc avec la possibilité dans le même environnement de pouvoir définir et partager l'architecture de notre logiciel dans des pages Confluence, donc via des plugins. Donc là, on peut enchaîner avec un exemple d'une vue d'architecture qui nous montre les différents composants qui composent notre logiciel avec leurs interfaces et leurs échanges qu'on va pouvoir positionner dans notre DHF et donc le gérer comme tous les autres documents en configuration, en version. Un autre exemple, donc non seulement donc on va pouvoir inclure des vues graphiques, mais aussi définir, comme c'est demandé par la norme, donc nos composants, nos interfaces entre ces composants. Des parties textuelles. Également donc la vérification d'architecture avec donc la traçabilité, et c'est là où donc les liens entre les différents éléments va reprendre tout son intérêt. Donc le lien avec les exigences système, le fait de raffiner nos exigences système en exigences sur nos différents composants logiciels avec la traçabilité vers ces exigences fonctionnelles de niveau système. On va le voir dans la suite, et ça inclut aussi donc les exigences sur les SOUP, donc Software of Unknown Provenance. Donc, si on voilà la traçabilité hein, qu'on illustre ici sur ce diagramme, donc une traçabilité qui n'est pas au niveau purement documentaire, comme donc l'architecture documentaire, c'est important de la définir, mais surtout la valeur ajoutée de l'environnement Jira Confluence, ça va être de pouvoir représenter nos exigences, nos risques, nos tests sous forme d'objets, de gérer la traçabilité au niveau de ces éléments individuels. Donc l'avantage de cette vue objet, c'est de pouvoir, donc là c'est un exemple d'une vue qui nous permet d'afficher la matrice de traçabilité qui va être donc générée automatiquement et donc mise à jour automatiquement à chaque fois que vos documents vont évoluer et que la traçabilité va évoluer. Donc on voit ici comment visualiser la traçabilité entre une exigence de niveau système, une exigence de niveau logiciel et le test même au niveau de l'exigence logicielle. On a la possibilité évidemment aussi d'exporter toutes ces vues sous forme Word ou Excel ou PDF. Un autre exemple permet de visualiser nos différents composants, donc ce logiciel, dans une arborescence avec les descriptions textuelles associées. Ok. Donc là, en résumé, hein, parce que dans le sondage de départ, on avait quand même 71% de personnes qui utilisaient Word pour gérer les exigences, 46% Excel. Après un petit tiers Jira, 18% Confluence, 32% Auth. Dans les Auth, donc il y avait effectivement Yogi, un plugin de requirement,
et il y avait Matrice Rec. Euh, donc, bon, en résumé, ce qui a été exprimé, c'est qu'il est possible de se dédouaner de l'environnement Office et de rester dans l'environnement des développeurs, parce que le sujet aujourd'hui, c'est quand même le logiciel, et tout en restant dans l'environnement de travail de développeurs, je dirais de répondre aux exigences de la norme en matière de traçabilité. Donc là, et donc, comme l'a dit François, si on travaille avec des objets, ben on a la possibilité de la tracer pour gérer le projet plutôt que de la subir à la fin en faisant des matrices Excel. On verra dans 15 jours que justement, on a la même chose, que sinon la matrice Excel, c'est un petit peu le dernier roue du carrosse qu'on met à jour à la fin pour passer le jalon. Donc là, effectivement, on a une manière, je dirais, de réaliser tout ça de manière plus intégrée et donc plus facile et plus collaborative. Et comme ça a été indiqué, on aura quand même besoin de signature électronique et de validation pour pouvoir revendiquer une dématérialisation complète de ce processus de design control qu'on va compléter maintenant avec la partie test et intégration. Effectivement, le mot-clé, c'est que cette traçabilité, plutôt qu'elle soit subie et qu'on doive la gérer a posteriori, c'est que là, on va pouvoir en tirer parti tout au long du projet. Okay. Eh bien, avant d'attaquer d'ailleurs la partie test et intégration, je propose qu'on réponde à un petit sondage encore. Question de voir quels sont les outils qui sont la plupart du temps utilisés chez vous pour la gestion des tests. Voilà, pareil. Et ici, pour ceux qui répondent à la question haute, ils peuvent me le mettre dans le chatter, dans la question, comme ça je partagerai avec l'ensemble des participants, parce que c'est quelque chose que les participants apprécient, c'est aussi un petit peu de se benchmarker hein, par rapport à leurs confrères, hein, ceux qui répondent autres. Comme ça, Donc là, on a 93% de... Voilà. Donc, on a quand même pas mal donc encore de Word et de l'Excel, bien sûr. Un bon tiers X-Ray, hein, quand même, qui est assez utilisé, là, quoi qu'on en dise. OK. Et dans les autres, pour l'instant, personne n'a encore partagé son autre. Mais bon, peut-être que ça va venir et voilà. Allez, on enchaîne, Stéphane? Pour Tout à garder fait. le rythme et le timing. Oui. Alors, au niveau justement on va dire du chapitre 5, voilà, il est demandé de faire, du moins, il est demandé de travailler au niveau de l'intégration, que ce soit intégration et essai, voilà, du logiciel. Donc, ce que nous proposons ici, c'est concrètement d'établir un modèle de plan d'intégration. On va vous montrer dans les slides suivantes, en fait, on va vous montrer des exemples de modèles de plan d'intégration et ce sont des modèles qui sont réutilisables à volonté. On peut les extensier et utiliser tant que l'on veut. Donc, on propose aussi justement d'utiliser l'environnement X-Ray avec la bonne configuration pour exécuter les tests d'intégration au niveau système et puis au niveau sous-système, tel que sera décrit par le plan d'intégration. Et l'une des autres valeurs ajoutées serait de piloter finalement les exécutions de tests et d'intégrer, pourquoi pas, non seulement par le mécanisme de workflow, d'intégrer des signatures électroniques. Donc, pour ce qui est de l'illustration du modèle du plan d'intégration, en fait, on a là tout simplement un modèle Confluence, hein, comme j'ai dit, où on peut voir en sommaire justement la partie spécifique au paragraphe 5. On peut voir justement qu'on a prévu d'extensier le template pour les différents sous-systèmes et surtout de faire une intégration finale dans le plan d'intégration. Ici, finalement, c'est la retranscription de ce qu'on a d'habitude sur des formats classiques, hein, sur les formats Word. Puis pour ce qui est du contenu même des essais d'intégration, l'environnement X-Ray justement donne la possibilité en tout cas met à disposition différents types d'objets qui permettent d'exécuter les tests et puis de les suivre. Donc ici on a typiquement
l'environnement d'exécution, voilà, avec les différents types de résultats qui peuvent être pass, failed, waiting ou autres. Et on a justement, comme François l'a dit tout à l'heure, on a des tableaux de bord qui sont finalement assez malléables, hein, qui permettent de suivre et de traquer la couverture et la complétude d'exécution des tests. Et en outre, la norme, elle demande de spécifier, on va dire, le contenu des essais d'intégration du logiciel. Donc, il est demandé de faire une vérification de tout élément logiciel et ce que l'on préconise ici encore, une fois de plus, c'est d'utiliser la session dédiée dans le modèle du plan d'intégration qui vous a été montré à la slide précédente. On ne va pas revenir dessus. Et pour l'exécution des tests, on demande donc d'utiliser les différents types d'objets X-ray. Pour ce qui est des types d'objets X-ray, justement, ici on a quelques exemples, on ne va pas s'étaler dessus, mais disons que en fonction du plan de test que vous aurez établi au préalable, vous pourriez décider d'utiliser certains les objets les plus adaptés. Ici, l'une de nos préconisations, c'est d'utiliser par exemple le plan d'intégration qui lui permettra de rassembler différents cas de test, donc d'utiliser le test plan qui permettra de rassembler différents cas de test en fonction des champs d'application, par exemple. En outre, il est demandé justement de documenter les essais tout en présentant les résultats, échec, réussite, ainsi que le lien avec la liste, en tout cas, des anomalies, et de consigner l'identité de l'exécutant. Donc, ce que nous tirons ici, en tout cas la valeur ajoutée de l'outil ici, c'est justement de la présentation des résultats de tests sous X-Ray, tel que je vous ai présenté à la slide précédente, mais aussi la petite différence justement de lier directement ces tests-là aux bugs, si jamais il y en a, donc aux bugs, aux preuves, et puis de garder la traçabilité, et surtout de renseigner automatiquement le nom de la personne qui a exécuté le test et les différents détails. Donc, ici, on a une petite vidéo qui récapitule assez bien les premiers éléments de la norme qui vous ont été présentés. Donc, on a l'utilisateur qui accède au tableau de bord, puis il accède au dashboard sur lequel on peut voir le tableau que je vous ai montré. On a différentes métriques de suivi. On peut donc traquer les tests qui sont réussis ou pas. On peut voir les différents statuts. Et ici, l'utilisateur, il montre bien la liste ou alors le registre des anomalies qui ont été décelées. Sinon, si en naviguant justement sur les différents liens, hein, donc là, l'utilisateur il clique sur une exigence de type système, et au niveau à travers l'exigence système, il peut se reporter au cas de test qui est attaché directement à l'exigence, et on voit bien que à l'exigence, il y a différents éléments qui sont liés. On a on a le cas de test on a les différentes étapes du cas de test qui sont accessibles, et puis on peut accéder à l'environnement d'exécution et puis voir si jamais il y a des anomalies, on peut voir quelles sont les anomalies qui y sont rattachées. Donc là, on voit justement quels sont les résultats, et en accédant à l'interface, à l'environnement d'exécution, on peut donc voir le résultat global du test, on peut voir la date d'exécution, on peut visualiser la personne, du moins le nom de la personne qui l'a exécuté, tel que recommandé par la norme. Et visiblement, on a le défaut, en tout cas, on a les bugs qui sont rattachés ou l'anomalie qui a été décelée pendant l'exécution du test. Donc, oui, on accède aux preuves, on a l'exécution au format demandé, tel que la norme le demande, en fait. Pour la slide suivante, on demande donc
d'établir les tests justement pour les exigences logicielles. Bon, ici, ce qu'on vous a montré, c'était un exemple de test, justement. La vidéo qu'on a montré, c'était un exemple de test, un test exécuté manuellement. Sinon, on a la possibilité, toujours dans X-Ray, hein, d'exécuter les tests soit manuellement, donc au format standard, ou de faire des tests automatisés au format Gherkins, par exemple. Il existe aussi des notions que j'ai présentées aux slides précédentes, donc des notions qui permettent de planifier et surtout de regrouper des cas de test, donc des tests plans et puis des tests sets qui permettent de préparer finalement l'exécution de tests. Et la vérification de couverture, elle vient du fait qu'on établisse nativement des liens entre le cas de test et l'exigence entre le cas de texte, l'exigence et l'exécution, pardon. Donc ici, on a typiquement, on peut visualiser à nouveau le contenu de l'exigence. Donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais on peut voir ici, en en-tête en tout cas, les, les données qui ont été, pardon, on peut voir le nom de l'exécutant, on peut voir la date d'exécution et surtout, il est spécifié dans la norme en fait de structurer le test. Ici, on visualise bien les données d'entrée, on visualise les données de sortie et on a les données, les résultats attendus par exemple. On a le résultat constaté. Donc ici un exemple de documentation du test réalisé, du moins écrit au format Gherkins. En outre, il avait été demandé, il est demandé pardon, de faire une revue en tout cas des exécutions de test. Donc c'est ce qui est illustré ici par la vidéo. On a l'utilisateur qui accède à nouveau au tableau de bord des exécutions de test. Une fois qu'ils seront su l'exécution de test, en fait, on visualise le workflow de l'exécution d'un workflow à 4 étapes, justement. Donc, le test, une fois qu'il est en revue, il peut être soit approuvé ou rejeté. Ici, l'utilisateur va dans un premier temps rejeter le test qui a été exécuté. Donc, en cas de rejet d'exécution de test, on lui demande la raison. En fait, on lui demande de rattacher un justificatif. Donc, c'est un champ qui a été rendu obligatoire dans la configuration. Et en cas d'approbation, il lui est demandé de valider à travers une signature. Donc, le plugin qu'on utilise ici, justement, permet de réaliser une signature électronique donc qui remplit finalement bien les conditions. Donc l'utilisateur, il met en commentaire et puis surtout il renseigne ses logs pour réaliser la signature. Celle-ci se matérialise donc sur l'exécution de tests à travers l'eurodatage et puis on a le nom de la personne qui l'a exécuté et par la suite l'utilisateur pourra passer le test il pourra finalement approuver le test sans que celui-ci ne soit bloqué comme précédemment. Et en fin de compte, pour ce qui est toujours de la partie test et intégration, on a bien vu que les tests, finalement, les cas de tests étaient liés, étaient créés en tout cas en gardant un lien avec l'exigence au niveau logiciel, qui elle garde aussi un lien avec l'exigence au niveau système. Donc c'est ainsi qu'on arrive finalement à monter à retracer toute la traçabilité, j'ai envie de dire, entre exigence logicielle, cas de test et les différentes exécutions qui ont été réalisées. D'ailleurs, ici, pour aller plus loin, on voit bien qu'on arrive finalement à traquer jusqu'au bug et, et les différentes versions. Voilà, on voit le bug et les versions sur lesquelles la version pardon d'exécution sur laquelle le bug a été constaté. Eh bien, pour ce qui est de l'analyse des problèmes et de modifications, hein, il est demandé de consigner puis de contrôler surtout les retours d'information. Donc, la valeur ajoutée ici, toujours de ce qu'on vous propose comme approche, c'est justement la mise en place d'un portail de réclamation de réclamation client et la mise à disposition finalement d'un workflow qui permettra de contrôler ces réclamations-là
étant donné que tout ceci est fait dans Jira Service Management finalement, donc on a une conservation des enregistrements et on a la possibilité de garder, comme pour les éléments précédents, de garder une traçabilité entre les réclamations clients et finalement l'implémentation qui suivra côté fabricant, ainsi que les tests et les spécifications qui y sont liées. Donc ici, on a un exemple de formulaire. Voilà. Juste une petite, c'est pour notamment le lien, parce que ça fait partie de ce qu'on verra la prochaine fois sur la gestion des risques, comme il y a des risques qui peuvent être issus de remontées terrain. Bien sûr. En particulier, on pourra assurer cette traçabilité de manière très, très naturelle. Ici, on a une capture d'écran justement qui illustre à peu près, le portail de réclamation côté client. Donc, on voit bien qu'ici, on a différentes, voilà, lorsque le client se connecte, il a différentes possibilités il peut signaler différents types d'éléments. Ici, lorsqu'il clique par exemple sur support technique, il accède à un formulaire dans lequel il doit remplir, il doit compléter tel que demandé, il doit s'identifier et éventuellement donner les informations obligatoires ici sur le produit pour lequel il aurait éventuellement besoin d'assistance et puis de donner plus de détails sur le problème qu'il veut signaler. Et une fois que une fois qu'on reçoit les informations clients, voilà, une fois que le client a effectué son retour, on a le système. Pour notre cas, il a été configuré de manière à identifier trois types de problématiques, trois types de problèmes spécifiquement. Ici, on peut avoir par exemple les demandes de support, on peut avoir des bugs, ou alors on peut avoir des nouvelles fonctionnalités qui sont demandées par le client. Donc, on a déjà classé, voilà, les retours clients qui vont par la suite faire l'objet d'une évaluation et être pris en compte ou pas. Donc, pour ce qui est l'analyse, concrètement, en fait, il est concrètement demandé effectivement d'effectuer une analyse, d'approuver ces demandes ou pas, d'approuver les demandes, du moins, d'analyser les retours d'informations clients, et ce dernier peut ou pas faire l'objet de demandes de modification. Donc, JSM, Jira Service Management, permet notamment de faire cela. Donc, ici, la valeur ajoutée, c'est qu'on peut faire plusieurs pas d'analyse de cette réclamation-là. On peut déterminer des critères d'évaluation à travers toujours les workflows. On peut déterminer des critères d'évaluation et les rendre obligatoires. Donc, on peut mettre en place finalement un processus de prise en compte du retour d'informations clients rigoureux, un processus de qualité. Voilà. Donc ici, la vidéo, elle illustre finalement le signalement de la part d'un client et puis la prise en compte du retour du client. Donc le client typiquement se connecte au portail, il cherche parmi les formulaires, il cherche celui qui lui convient le mieux, en tout cas celui qui correspond à sa requête. Puis il soumet la requête ici, il demande de changer l'esthétique du produit, voilà. Donc le client il renseigne le titre, il donne la description et il a la possibilité de rattacher une pièce jointe, puis de soumettre sa demande. Une fois que la demande est on voit bien ici que le client, on a ouvert le portail à tous. Hein. Là, c'est un client qui n'est pas clairement identifié, mais on peut décider de l'ouvrir qu'à des clients identifiés puisqu'ils ont acheté le produit. Donc, une fois que le fabricant se connecte, voilà, on se connecte à l'interface à l'interface, on va dire plutôt côté administrateur. On voit bien les différentes catégories d'éléments qui ont été signalés, les trois catégories dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on a des demandes de support. Et là, c'est une demande de support et on voit bien qu'elle a un workflow qui lui est propre. Puis,
On peut d'ailleurs ranger ces éléments. Donc ici, on a mis en place des filtres qui permettent de reconnaître, de typer les signalements du niveau client. Donc ici, on visualise plutôt les les demandes de nouvelles fonctionnalités de la part du client et on a le workflow qui lui correspond. Donc, ce qui permet de faire l'analyse, côté fabricant, voilà. Pareil au niveau des bugs. Donc le workflow ici, il permet notamment de qualifier le bug parce que du moins, le retour d'information du client, ce qui est signalé comme bug ne l'est pas forcément, donc il nécessite une évaluation ultérieure. Ici, par exemple, on se rend compte qu'au niveau des nouvelles fonctionnalités, le client, il a fait une demande comme nouvelle fonctionnalité, il a dit qu'il avait besoin, voilà, de formation. On se rend bien compte que ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité, donc le portail permet d'interagir avec le client. Ici, concrètement, oui, on remercie le client pour la prise de contact et puis on le redirige vers le bon interlocuteur. En suivant le workflow, on passe par une première étape qui est la redéfinition. Voilà, on attribue la requête du client à la bonne catégorie. Là, c'était une demande de nouvelles fonctionnalités, mais on se rend plutôt compte que c'est une demande de support. Donc, on change le type de requête et puis on agit avec le workflow de manière à le rediriger vers le bon interlocuteur. Les aspects suivants, justement, vont être développés lors du prochain webinaire, notamment la gestion des modifications, l'analyse de risque, comme vous avez vu. Donc, Oui, donc schématiquement, donc notre offre de service s'articule en trois catégories. Une partie conseil qui souvent commence par une analyse, un état des lieux de votre documentation pour vous proposer des pistes d'amélioration. Donc en intégrant les modules et les plugins qui nous semblent pertinents, du plugin Atlassian. Donc voilà, donc on peut essayer de faire des audits, notamment audit 62 304. Donc l'étape suivante, ça va être typiquement une partie intégration. On peut vous aider donc à mettre en place, donc à configurer, à customiser la plateforme Atlassian pour vos besoins. Et puis donc la possibilité de faire des formations. Alors là, celles qui sont mentionnées ici, c'est notamment les formations sur les outils de la plateforme Atlassian, mais on a aussi donc dans notre catalogue des formations plus méthodologiques. Alors l'autre élément là qu'on développe de plus en plus, c'est de travailler en mode justement avec Jira Service Management, en mode centre de service, pour faciliter les échanges. C'est-à-dire que vous commandez en fait une capacité du centre de service et vous faites vos demandes à travers des tickets. Et nous, on répond, à ces tickets. Voilà, il semblerait que Avec un SLA. avec un SLA, bien entendu, et voilà, apparemment ça correspond bien au mode de fonctionnement des entreprises du dispositif médical qui veulent quelque chose d'assez souple. Voilà. Et réactif. Et réactif, tout à fait. On vous remercie tous vivement de votre participation. Et puis, on vous dit à bientôt, tout simplement, hein, et probablement au 21.